communauté, on vient de lancer l'enregistrement de la communauté de partage, puisque la communauté de partage est par la suite partagée sur notre site Internet comme un outil de référence et de formation et d'information pour l'année. Donc, aujourd'hui, il me fait plaisir de vous présenter Guylaine Vinet. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas Guylaine, Guylaine est spécialiste du développement organisationnel pour Alpha Plus et est également en charge du réseau numérique bon, l'année dernière, on avait collaboré avec Alpha Plus et on vous avait présenté des séances du réseau numérique dans le cadre des communautés de partage et nous poursuivons cette belle collaboration avec Alpha Plus encore pour cette année. Donc, aujourd'hui, Guylaine va venir nous présenter, va venir nous parler du sujet de la désinformation et comment on peut remédier à la désinformation. Donc, c'est un sujet très intéressant parce qu'on est très sollicité par toutes sortes d'informations qui viennent de partout. Alors, je vais sans plus tarder donner la parole à Guylaine qui va venir nous parler de ça et nous donner des trucs, j'imagine, pour ne pas être trop désinformée ou mal informée. Alors voilà, Guylaine, la parole est à toi. Et puis, si tu veux, on est autour pour te donner des suivis au niveau du clavardage, s'il y a des gens Parfait. qui posent des commentaires durant ta présentation. Merci beaucoup, Céline. Je vais juste m'installer avec mon écran. Essayer de le mettre le plus grand possible. Est-ce que vous voyez la présentation? Oui. À un certain point, je vais me promener entre différents écrans. Pour l'instant, on va être surtout dans la présentation. Donc oui, on va parler de désinformation aujourd'hui. C'est un peu différent de la dernière fois. On a parlé de jeux. Là, on aborde un sujet pas mal plus sérieux aujourd'hui, mais d'autant plus important. Donc, pour la séance d'aujourd'hui, euh, les objectifs de l'atelier, c'est de dresser un portrait de la désinformation. C'est quoi? Comprendre c'est quoi les causes, d'où ça vient, quelles conséquences ça peut avoir. Et je veux, à la fin, suggérer les actions qu'on peut faire pour y remédier et des activités pour les personnes apprenantes. Donc, je vais suggérer des actions pour nous qui sommes ici aujourd'hui, mais aussi des activités peut-être qu'on peut adapter avec les personnes apprenantes. Je vais vous avertir que j'ai beaucoup de liens dans la présentation. Au début, c'est plutôt standard, mais à la fin, mes diapos sont vraiment chargés. Et ce que j'avais en tête, c'est que après, comme la COFA partage les documents avec l'enregistrement, vous pourrez aller voir les diapos qui vous intéressent plus, puis cliquer sur les liens qui sont liés à ce thème-là. Donc, je m'excuse à l'avance. Il y a certaines diapos qui sont esthétiquement pas très belles, mais qui sont chargées d'informations. Donc, on va commencer avec un petit sondage juste pour se mettre dans le sujet. Donc, je vais partager dans le chat ce lien. Je vais espérer que ça fonctionne. Vous devriez être capable de cliquer là-dessus et avoir un court sondage. Et si vous pouvez répondre à ça, moi, de mon côté, je vais avoir celui-ci. Je m'excuse du déplacement. Voilà. Donc, les réponses entrent. Je pense qu'on doit être une dizaine environ. Alors, je vous demande la principale source. Donc, il y a sûrement divers endroits où vous allez chercher vos nouvelles, mais la principale. On va voir jusqu'à maintenant. On a 7 personnes qui ont répondu. Donc, c'est partagé quand même, hein, un peu partout. Les journaux en ligne, c'est le plus important. Ensuite de ça, ça semble être les médias sociaux. Ensuite, les journaux imprimés et la télévision. Et les nouvelles à la radio, quand même importantes, hein. On est des gens qui écoutent la radio. Je pense que, comme moi, comme francophone, j'écoute beaucoup la radio.
Donc, oui, je pense qu'on a à peu près tout le monde. Donc, c'est intéressant. Euh, Évidemment, quand on va chercher nos nouvelles dans les médias sociaux, souvent ça nous ramène vers une autre source d'information, hein. On peut cliquer puis se retrouver, en cliquant sur un lien qu'on trouve dans les médias sociaux, on peut se retrouver sur un journal en ligne. Donc, ça nous amène à différents endroits, mais c'est la source primaire où on va chercher nos nouvelles. Donc, pour continuer, donc on va parler de la désinformation. Qu'est-ce que c'est? Je vais juste me déplacer. Donc, la désinformation, en général, c'est de l'information erronée qui déforme la réalité, qui est transmise par les médias de masse ou les médias sociaux. Auparavant, c'était les médias de masse, mais avec l'arrivée des médias sociaux, ça s'est plutôt dirigé vers ça. C'est là qu'on en trouve beaucoup. Et la désinformation, c'est créé pour manipuler l'opinion publique. Donc, c'est pour pousser les gens vers une façon de penser. Des exemples de désinformation, et là, je pense je parle de la désinformation en général, c'est qu'on va répéter de l'information avec insistance ou exagérer l'importance. On va la présenter sous un angle très favorable ou très défavorable. On va retenir certains faits, on ne va pas les dire, ou on va nier certains faits, des choses qui sont vraies, mais on va les nier ou les modifier. Euh, Est-ce que c'est nouveau, la désinformation? Non, il y a des traces de désinformation dans l'Antiquité et au Moyen Âge. Et je vous invite, j'ai mis mes sources lorsque je présentais l'information plus factuelle dans la présentation. Et lorsqu'il s'agit des sources qui viennent de l'agence Science Presse, la plupart du temps, ça vous dirige vers de courtes vidéos d'environ 4 minutes. Alors, plus tard, quand vous aurez accès à la présentation, je vous invite à aller voir. On explique beaucoup de choses dans ces courtes vidéos-là. Donc, c'est de là que j'ai tiré l'information. Donc, oui, au Moyen Âge et à l'Antiquité, on a trouvé des traces de désinformation. C'était d'abord transmis de bouche à oreille. Avec l'utilisation d'un cheval, possiblement pour aller d'un village à l'autre. Ensuite, l'imprimerie est arrivée avec la création ensuite des premiers journaux qui ont permis une transmission plus grande de la désinformation. Même que dans certains cas, les journaux présentaient surtout des choses erronées. C'était plus du divertissement. Et puis, avec l'arrivée du web, avec l'omniprésence des téléphones intelligents, des tablettes, maintenant, il y a une distribution encore plus large et rapide des fausses informations. Et maintenant, dans le contexte plus large de la désinformation, vous entendez sûrement souvent le mot fausse nouvelle. Et qu'est-ce que c'est une fausse nouvelle dans ça? C'est une publication qui a la même structure qu'un article de presse, donc un article de journal. Elle a la même structure avec un titre, avec un paragraphe d'introduction et ainsi de suite. Mais la fausse nouvelle contient des informations, encore là, des informations exagérées, déformées ou carrément fausses. La fausse nouvelle, c'est un exemple de désinformation. Il peut y avoir de la désinformation, par exemple, si on écoute la radio, puis l'animateur présente quelque chose comme étant un fait, mais en fait, c'est une opinion. Donc, ça, c'est une forme de désinformation, mais la fausse nouvelle, c'est vraiment, ça vient de la presse écrite. Ça prend la forme de l'article de nouvelles dans la presse écrite. Est-ce que il vous est déjà arrivé de partager une information sans être certain qu'elle était vraie? Et là, je vous mets ça dans oui, dans le chat, le lien vers celui-là, ce petit sondage-là, encore là, très court. Et on va aller regarder les résultats. Alors, si vous pouvez répondre à ça rapidement, on va aller voir les réponses. Excuse-moi, le lien me retourne au premier sondage. Je ne sais pas Ah, si c'est le c'est cas pour possible. les Oui, autres peut-être que je l'ai mal personnes. copié. Oui, on recommence. Merci, Céline. Oui, effectivement, je vais reprendre. C'est encore la même chose.
OK, là, ça devrait marcher. Aussitôt que je réussis à... OK, peux-tu me dire, Céline, si c'est le bon? Oui, OK. Donc, vous est-il déjà arrivé de partager une information sans être certain qu'elle était vraie? Intéressant, oui. Oui, ça nous a... J'ai à peu près 10 réponses. Je vais recharger ma page, voir. J'ai à peu près une dizaine de réponses. Oui, ça nous arrive. On peut pas être complètement immunisé contre les mauvaises, les fausses informations. Et là, ça m'amène à vous parler de la mésinformation. Donc, tantôt, on parlait de la désinformation qui a une intention de manipuler. Tandis que la mésinformation, c'est une information qui est transmise au moyen, encore là, des médias sociaux, des médias de masse, mais qui est considérée véridique par l'émetteur. Donc, ceux d'entre vous qui avez, vous pensez peut-être avoir transmis une information qui était fausse, au moment où vous l'avez transmise, vous pensiez qu'elle était vraie. Donc, ça, c'est de la mésinformation. On se fait tous attraper à un moment donné. On pense que c'est vrai et finalement, ce qu'on a partagé, c'était faux. On peut tous être affectés par la mésinformation. Une enquête de 2019 a trouvé que 90% des gens admettent avoir été bernés par au moins une fois par des fausses nouvelles sur Internet. Encore là, ça ne veut pas dire qu'ils ont partagé ici dans cette étude-là, ça veut juste dire qu'ils ont constaté qu'ils avaient cru quelque chose qui en fait était faux. Une autre étude américaine de 2016 a trouvé que la majorité des jeunes de niveau secondaire et universitaire ont de la difficulté à distinguer entre les fausses informations et les véridiques. Ça, on pense à des jeunes qui sont en train d'être scolarisés, qui ont, la majorité ont de la difficulté à distinguer les fausses informations des vraies informations. Et puis, pendant la campagne électorale américaine, pas la dernière, l'autre avant, il y avait chez les 65 ans et plus, qui étaient 7 fois plus susceptibles de partager une fausse information que les plus jeunes. Donc, on peut voir le portrait, c'est répandu à travers la population. C'est pas plus les vieux ou plus les jeunes parce qu'ils sont plus sur les médias sociaux. C'est vraiment un peu tout le monde. Donc aussi, ici, j'ai ajouté quelques données intéressantes. On vient de parler des 90% des Canadiens, mais les rumeurs, selon une étude qui a été faite, les rumeurs se répandent plus vite que la vérité sur Internet, et ça, 6 fois plus rapidement que la vérité. Donc, c'est beaucoup. Et puis, il y aurait seulement une personne sur 3 qui essaie régulièrement de vérifier qu'une nouvelle est vraie quand ils s'intéressent à une information. Donc, 1 sur 3. Donc, pour revenir à la rapidité des fausses nouvelles, selon une étude de 2016, 59% des liens sur les médias sociaux sont partagés sans avoir été préalablement cliqués. Donc, vous vous promenez sur Facebook, vous voyez quelque chose d'intéressant, vous le partagez sans avoir été cliqué sur la source du lien pour en lire davantage. Les gens ont tendance à partager des informations qui déclenchent des émotions fortes. Ça a été étudié, là. Quand on voit, là, quand on lit quelque chose qui nous surprend, qui nous indigne, qui nous fait peur, on a tendance à partager. Alors, les fausses nouvelles voyagent rapidement en partie parce qu'elles sont créées de façon à susciter ce genre d'émotions fortes-là. Donc, ça explique pourquoi on se fait attraper des fois. Donc, on va en parler un petit peu des causes de la désinformation et de la mésinformation. Le rendu ici, des fois, je vais parler de désinformation, mais dans ça, il y a de la mésinformation imbriquée. Nos gestes sont imbriqués là-dedans. Donc, ça couvre un peu les deux, la suite de cette partie-là. Donc, les causes de la désinformation, une des causes, c'est les algorithmes. Vous avez sûrement déjà entendu parler de ce terme-là, les algorithmes. Donc, c'est quoi un algorithme? Ce sont des programmes informatiques qui sont utilisés par les médias sociaux. Des petits programmes, là, c'est programmé. Et à quoi est-ce que ça sert? Ça sert à nous suivre, à enregistrer nos préférences. Donc, tu sais, si on clique souvent sur des recettes
je sais pas moi, de pâtes. On nous présente plus de recettes de pâtes parce que il semble le petit robot, l'algorithme a enregistré qu'on aime beaucoup ça. Donc, ça sert à nous présenter de l'information selon nos préférences pour nous encourager à cliquer davantage. Et ça l'objectif de nous faire cliquer plus, c'est pour augmenter les revenus des médias sociaux. Parce que plus on clique, plus on est exposé à de la publicité, donc ça augmente leurs revenus. Donc, c'est une façon de faire des médias sociaux. C'est là, ils s'en cachent pas. Mais ce que ça a comme effet, c'est que ça nous enferme dans des bulles de filtre qu'on appelle. Et je vous donne un exemple. Disons que moi, je crois fermement que c'est mieux de rester à l'intérieur l'hiver parce que on peut tomber malade. Quand on sort, il fait froid, on peut tomber malade. Je clique sur l'information qui tourne autour de ce propos-là parce que ça m'intéresse et c'est de cette façon-là que je pense au départ. Je continue à cliquer là-dessus. Céline, par exemple, elle pense que c'est bon de sortir dehors l'hiver, faire son jogging, l'air frais, l'oxygène, la vitamine D, c'est bon. Elle clique sur ce genre d'informations qui renforce ce qu'elle pense au départ. Donc, c'est ça les bulles de filtre. Et éventuellement, Céline et moi, on veut même plus avoir une discussion parce qu'on est tellement campés dans nos opinions sur aller à l'extérieur l'hiver. Donc, ce qui arrive, c'est que les créateurs de fausses nouvelles, ceux qui veulent manipuler l'opinion, ils vont utiliser ce phénomène-là des bulles de filtre pour plus facilement aller rejoindre leur public cible. Donc, on peut comprendre qu'éventuellement, si on a une opinion politique qui tend vers quelque chose, si à force de toujours lire la même chose, on devient très, très, très convaincu. Et au départ, c'est les algorithmes qui permettent ça. Et c'est les créateurs de fausses nouvelles qui l'encouragent encore plus. Donc ça, c'est pour les algorithmes, qui est une des causes des fausses nouvelles. Aussi, une autre cause, c'est qu'on partage les informations qui provient de nos proches sans vérifier. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est que notre cerveau, on a tendance à, on appelle ça des biais cognitifs. C'est que notre cerveau fonctionne comme ça, puis l'espèce humaine a évolué comme ça, puis ça nous sert. C'est pas une mauvaise chose, mais ça fait que, on a tendance à faire confiance à nos proches. Si quelqu'un partage quelque chose avec moi, je vais le repartager parce que j'ai confiance. Aussi, on peut faire ça parce qu'on veut plaire à nos proches. Et une autre tendance, c'est on désire beaucoup appartenir à un groupe. Donc, on va partager quelque chose parce qu'on sent que ça fait qu'on fait partie d'un groupe. Donc, toutes ces tendances-là font qu'on met de côté notre raisonnement logique. On se fie au fait qu'on fait confiance à nos proches, puis on met notre raisonnement de logique de côté. Ce qui fait qu'à certains moments, ça se peut qu'on partage des choses qui sont peut-être pas vraies. On va pas aller vérifier parce qu'on fait confiance. Donc, c'est une autre source de mésinformation. Et une autre, il y en a plusieurs, je vous en présente 3 en gros aujourd'hui des causes. Il y a la distraction en ligne et ça, on peut facilement se l'imaginer. En soirée, on prend notre téléphone, on va sur Facebook, puis on regarde les nouvelles de nos proches, on regarde les nouvelles de cours, on se promène, on se divertit. On est en mode divertissement et on fait défiler une grande quantité de contenu. Puis il y a des images là-dedans, notre cerveau tombe en espèce en divertissement. Et ce que ça fait, cette distraction-là, c'est qu'on met encore une fois notre raisonnement logique de côté, puis on va plus facilement partager du contenu sans avoir vérifié si c'était vrai ou faux. Donc ça, c'est pour les causes de la désinformation. Je ne sais pas si ça va jusqu'à maintenant. Oui, pas de questions. On a des petits commentaires dans le chat, mais c'est au fur et à mesure que tu présentes tes informations, là, il y a des réactions là, qui apparaissent. Bon, moi, j'en ai mis une, mais je trouvais ça très machiavélique. Les bulles filtres, là, j'en reviens pas. Là. Oui. Mais je trouve que c'est terrible, Oui. mais c'est intéressant. En tout cas, il y a des choses qu'on se doute bien, mais c'est intéressant de la façon dont tu présentes ça, là, Guylaine. Moi,
je vais mettre un frein à, à mon mode de divertissement mental. On va y venir. Il y a des solutions. Il y a des solutions assez simples quand même. Juste déjà d'être conscient, c'est déjà au départ une bonne chose. Donc, on va juste parler rapidement des conséquences de la désinformation. Je voulais pas aborder ça en longueur aujourd'hui, mais j'ai trouvé le site, la source d'où ça se tire, c'est le Centre québécois de l'éducation aux médias, sur laquelle j'ai trouvé cette information-là que je trouvais intéressante, c'est que la désinformation, oui, ça nous désinforme, mais ça a des conséquences qui peuvent être assez graves. Comme je disais tantôt, il y a la polarisation des croyances. On s'enfonce de plus en plus dans nos opinions à cause des bulles de filtre. Et là, on fait juste voir ce qui nous réconforte dans nos opinions. On ne voit même plus qu'il y a autre chose. Il y a aussi ça a pour conséquence d'accroître des tensions socioculturelles. Je ne sais pas si vous en avez dans vos connaissances, vos familles. Moi, j'en connais des amis qui ont eu de la difficulté avec d'autres amis parce que pendant la pandémie, ils n'étaient plus capables de se parler parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur certaines choses et ça venait de passer beaucoup de temps sur les médias sociaux et d'être exposé toujours à la même chose. Ça faisait que le dialogue était plus difficile. Ça peut évidemment amener de la confusion, nous faire prendre des mauvaises décisions, causer de l'anxiété parce qu'on est exposé à de l'information qui est fausse et qui peut vraiment nous conduire à prendre des mauvaises décisions. Ça peut nous donner un manque de confiance envers le processus démocratique. Ça peut, on a vu, avoir de l'impact sur les résultats d'élections. Donc, veux pas, si les gens ont plus confiance, soit qu'ils ont plus confiance aux politiciens ou ils ont plus confiance dans la façon l'information est distribuée, ils peuvent devenir passifs envers le processus démocratique et juste ne plus aller voter ou au contraire aller voter avec une impression quelconque qui est peut-être pas vraie. Ça peut évidemment provoquer des dangers pour la santé si on lit de l'information qui est fausse et qu'on applique les conseils qu'on nous donne, mais que finalement c'est dangereux pour notre santé. Et dans certains cas, ça a été documenté que ça a amené à de la violence parce qu'il y a des rumeurs qui circulaient et les gens qui étaient la cible de ces rumeurs-là, qui étaient fausses, ont été victimes de violences. Donc, ça peut amener vraiment des conséquences fâcheuses de la désinformation. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors voilà. Alors dans la prochaine partie de la présentation, je vais revenir sur chacun des points qu'il y a ici avec des suggestions d'activités. Donc la première chose évidemment que on peut faire, c'est ne pas partager sous le coup de l'émotion. Quand on lit quelque chose qui nous fâche ou qui nous fait peur, juste prendre quelques minutes puis respirer. Puis, si on n'a pas le temps d'aller vérifier l'information, juste peut-être ne pas la partager. Au mieux, on va prendre le temps d'aller vérifier si l'information en question est véridique. Et je vais y revenir dans quelques secondes. Il faut aussi faire attention aux hypertrucages. Des fois, on voit des images. Ça réfère à tout ce qui est visuel. On voit des images et on dit oh, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui s'est passé là? Mais finalement, l'image a été truquée et c'est tellement bien fait avec les moyens technologiques d'aujourd'hui que ce que l'image nous porte à croire, c'est pas du tout ça qui est arrivé. Donc, je vais vous donner des trucs pour ça tantôt. Varier nos sources d'information, changer nos habitudes. Ça, c'est difficile. Ça, j'avoue que c'est difficile. Peut-être à essayer d'aller lire des choses qui nous réconfortent pas, qui nous mettent mal à l'aise, juste pour voir l'autre côté de la chose. Donc, ça peut être une façon de pas s'enfermer dans une bulle. Et aussi, enfin, plus délicat, et ça, je vais y revenir plus loin, on peut dire quelque chose lorsqu'on sait qu'une information est fausse. Mais là, il y a des façons de le faire parce que souvent, on est en échange avec des gens, des proches, des gens qu'on connaît bien, et c'est délicat de dire non, je pense que tu te trompes. Mais il y a des certaines, il y a des trucs. Des astuces qu'on peut prendre pour le faire de façon à ce que ça ne devienne pas un conflit personnel. Donc, comment vérifier qu'une information est véridique? Alors, ça peut paraître gros comme tâche, mais
sans être complètement certain qu'une information est véridique, on peut au moins aller avoir un doute au départ, et si notre doute est renforcé au fur et à mesure qu'on vérifie, on ne partagera pas. Donc, il faut, apprendre à reconnaître les fausses nouvelles. Elles sont généralement courtes, les fausses nouvelles. Elles sont souvent présentées par un titre sensationnel ou surprenant, comme je disais tantôt, pour susciter l'émotion. Elles sont écrites dans un langage simple. Et là, ici, on se comprend tous. On travaille avec des gens qui ont souvent des difficultés en lecture ou qui ont des difficultés d'apprentissage. Et on peut, j'ai pas trouvé de données là-dessus, mais on pourrait penser que les gens qui ont de la difficulté en lecture vont plus facilement se faire attraper par les fausses nouvelles parce qu'elles sont écrites en langage simple, tandis que les nouvelles qui rapportent des faits et qui apportent différents aspects sur un même fait, mais qui vont apporter différents éclairages, sont plus difficiles à lire. Donc, on peut penser que les gens qui ont de la difficulté en lecture pourraient se faire attraper plus facilement par les fausses nouvelles qui sont souvent écrites en langage simple. Donc, d'autant plus important d'informer les gens à comment reconnaître une fausse nouvelle. Souvent, elles vont contenir moins de détails sur les dates, sur les lieux et sur les noms. Souvent, il n'y aura pas de date sur la nouvelle en question. Elles sont souvent écrites au jeu. Pas toujours, j'en ai croisé qui se présentent de façon assez éloignée du sujet, mais parfois le jeu est assez présent. Donc, une activité qui est possible de faire, je vais juste organiser mon écran, pour apprendre à reconnaître les fausses nouvelles, c'est regarder les éléments d'une fausse nouvelle, comme je viens de vous les nommer. Je vais juste cliquer ici, je devrais être capable de me rendre, oui. Donc, est-ce que vous voyez mon écran? Je suis rendue sur le site de Radio-Canada. Donc, ici, c'est un article de Radio-Canada qui va montrer comment cette nouvelle-là n'était pas vraie et en quoi elle n'était pas vraie. C'est très difficile si vous décidez de faire une activité avec une vraie fausse nouvelle. Sont difficiles à repérer juste comme ça. Comme moi, il faudrait que je me promène plus sur les médias sociaux, mais juste comme ça sur Internet, elles sont plus difficiles parce que les sites de vérification des faits vont jamais mettre un lien directement vers la fausse nouvelle. Là, ici, il y a une image. Donc, vous pouvez voir, le titre est très gros, il n'y a pas d'auteur, il y a vraiment des éléments qui nous font réagir, les points d'exclamation, ce genre de choses. Donc, on peut utiliser une nouvelle comme ça. Ça peut être une activité très simple qui permet de reconnaître les éléments d'une fausse nouvelle. Dans le cas ici de Radio-Canada, on peut aussi lire qu'est-ce que Radio-Canada a trouvé à propos de cette nouvelle-là qui fait qu'elle n'est pas vraie. Ensuite, on peut, celle-là, ça peut être vraiment intéressant à faire. On peut créer sa propre fausse nouvelle. Donc, l'année dernière, on a fait un atelier sur Canva. Et Canva nous permet de créer des choses qui ont l'air vraiment professionnelles. Donc, on peut utiliser, le formateur, la formatrice peut utiliser Canva pour créer une fausse nouvelle, un peu duper les apprenants, les personnes apprenantes, puis dire, est-ce que c'est vrai ça? Comment, avec les éléments qu'on a là, est-ce qu'on peut vérifier si c'est vrai? On pourrait à la limite le faire par les apprenants si on veut leur apprendre à utiliser Canva, mais ça peut être dangereux parce qu'on veut pas qu'ils commencent à créer des fausses nouvelles. Mais bon, vous voyez l'idée, c'est de démontrer aux gens que à peu près n'importe qui peut créer de la fausse information et ça a l'air professionnel. Et quand les gens réalisent ça, ils font comme « Oh, je devrais pas tout croire ce que je lis sur l'Internet parce que n'importe qui… Donc, je peux vous cliquer sur la nouvelle ici. Celle-là, elle se trouve, moi, je l'ai créée dans Canva. Donc, tout ce qu'on voit ici, c'est l'adresse du lien en haut parce que c'est une des choses qu'on peut vérifier. C'est sur Canva. Donc, c'est facile de voir ici que j'essayais de duper. Mais on peut aussi prendre dans Canva, évidemment, on peut aller créer un petit graphique comme ça puis le partager sur les médias sociaux. C'est facile à faire. Donc, ça pourrait être partagé sur Facebook, ce genre de texte-là. Donc, c'est une activité qui peut être assez simple à faire avec les personnes apprenantes. Donc, je vais parler d'autres activités là, dans les prochaines diapos, mais je voulais juste avant parler un peu des… Oups, excusez mon chat.
parler des différentes compétences qui peuvent être liées aux activités que je vais suggérer, dont je vais parler aujourd'hui, parce que vous n'êtes pas obligé de faire une activité ou un atelier sur la désinformation. Vous pouvez juste intégrer le sujet de la désinformation dans d'autres activités que vous faites. Donc, les activités qu'on va voir, il y a évidemment lire des textes. Ça peut être rédiger du texte aussi si on demande à un apprenant d'écrire, si on trouve des faits, d'écrire un texte avec seulement des faits. Tu sais, ça peut être de la rédaction. Ça peut être créer des documents si on les fait dans Word ou dans un autre. Tu sais, ça peut être utiliser un outil comme ça. Ça peut être résoudre des problèmes liés au numérique dans le sens où on va peut-être se poser des questions sur l'utilisation des médias sociaux, comment c'est préférable de les utiliser, ce genre de choses-là. Et évidemment, développer la pensée critique. Ça, c'est sûr que c'est surtout ça qu'on peut exploiter en faisant ce genre d'activité-là. Donc, voilà. Donc, pour revenir à la vérification de l'information, donc on vient de parler comment on peut reconnaître une fausse nouvelle. Si on a un doute sur une source d'information, on peut vérifier certaines choses. Ici, j'en ai mis quelques-uns. Il y en a, on peut en vérifier plus que ça, mais c'est comme les principaux. Donc, ce qu'on peut vérifier, on se trouve sur Facebook, puis il y a une nouvelle qui nous intéresse. Cliquez sur le lien, puis allez à la source. Et là, allez voir, est-ce que c'est une source que je connais? C'est une source connue et qui est une source de référence? Ou est-ce que j'ai jamais entendu parler de cette source-là? On peut avoir des doutes si jamais c'est une source dont on n'a jamais entendu parler. Si ça nous amène vers un site web où il y a un menu à propos, allez voir le menu à propos. On peut se trouver sur un site d'humour, de canular, satire, ce genre de site-là. Donc, c'est pas interdit de faire de l'humour, mais il ne faut pas se faire prendre. Donc, ça peut être une bonne idée. Aussi, c'est de se renseigner sur c'est qui me propose cette nouvelle-là. Des fois, il y a des intérêts commerciaux. Ça peut être un article qui est créé pour me renseigner sur quelque chose, mais finalement, c'est des gens qui vendent quelque chose qui est en lien avec l'article. Vérifier l'adresse URL, comme je vous ai montré tantôt, mon petit article que j'ai créé dans Canva, il se trouvait dans Canva. Donc, on comprend que ça a été créé par quelqu'un. Aussi, les sites de désinformation vont souvent essayer d'imiter les sites de médias officiels où il va y avoir des choses louches dans l'adresse URL là, qui vont nous déranger. Enfin, comment c'est bizarre, ça. La date, la vérifier. S'il n'y en a pas, c'est louche. Puis parfois aussi, ça peut être une nouvelle qu'on a recyclée, qui a été remise dans un autre contexte. On essaie de vérifier la date. L'auteur, est-ce qu'il est identifié? Est-ce qu'il y a un auteur? Et quelles compétences il y a? Est-ce que c'est un journaliste? Est-ce que c'est un expert? Ou c'est juste monsieur, madame, tout le monde comme moi qui décide d'émettre une opinion? Et l'intention de l'article, quand on lit l'article, de se prendre le temps de vérifier est-ce que ce sont des faits, est-ce que c'est un article qui présente des faits ou est-ce un article d'opinion qui pourrait, dans ce cas-là, il ne faudrait pas prendre des opinions pour des faits parce que là, on va être mal renseigné. Donc, je vous présente ici, je vous ai présenté juste 6 critères, mais je vous invite fortement à aller voir ces 2 ressources-là. La première, qui vient de la Bibliothèque nationale du Québec, qui va vraiment décortiquer chaque critère et quoi vérifier. Et l'autre, c'est un site un petit peu plus simple, la Technique Média 30 de Jeff Yates, qui est un petit peu plus simple à aborder, mais qui permet de vérifier justement comme ça certains critères qui peuvent nous permettre de vérifier si l'information est fausse. Maintenant, bon, dans cette diapo-là, ce que j'ai fait, je vous propose des activités qui sont en lien avec la vérification de l'information. Ça peut paraître gros, vérifier l'information comme ça, mais je vous ai mis des liens qui peuvent vous donner des suggestions. Donc, la première activité, c'est choisir un journal local et ça peut être un journal imprimé. On peut le faire avec un journal imprimé et comparer un article d'opinion avec un article qui relate des faits. On peut prendre, par exemple, l'éditorial du journal. L'éditorial, c'est souvent journaliste qui va aborder un sujet, mais avec un peu un angle d'une opinion. Donc, on peut, et
pour vous aider à faire ça, j'ai trouvé cette ressource-là ici qui, justement, donne des fiches, des affiches, oui, et des fiches pour aider à identifier l'information, à mieux comprendre l'information. Il y en a une version pour les enseignants du secondaire, une version pour les enseignants du primaire. Et puis, on peut puiser dans les deux. Il y a des choses intéressantes dans les deux. Je pense que c'est celle-ci que oui. Donc, cette fiche-là, il y a vraiment beaucoup d'éléments dans cette fiche-là qui peuvent vous aider à faire une activité comme ça, qui vous donne de l'information pour donner du contexte à l'activité, qui vous donne des définitions, qui vous explique c'est quoi une opinion, c'est quoi un fait, puis à la fin, on donne aussi des idées d'exercices qu'on peut faire. Donc, ça peut être un point de départ. C'est sûr que celle-là, elle a été créée pour les étudiants de secondaire, donc on peut adapter aux personnes apprenantes. Alors, pour continuer, il y a une autre activité. Ici, il y en a deux autres qui permettent d'identifier les fausses informations, puis les conséquences des fausses nouvelles. Il y a sur Abilomedia, je ne sais pas si vous connaissez Abilomedia, mais ils ont vraiment beaucoup de documentation qui peut être utilisée par les enseignants du primaire jusqu'au secondaire. Alors ici, il y en a une qui s'appelle Au-delà des faits. Et encore une fois, bon, dans la page ici, il faut cliquer sur le fichier PDF pour avoir l'ensemble de l'activité. Donc, encore là, on parle des objectifs d'apprentissage, de quel matériel vous avez besoin, on vous met des liens et on vous donne de la documentation, de l'information pour que vous puissiez vous renseigner avant de faire un atelier comme ça. Donc, c'est déjà tout fait. Évidemment, il faut adapter à nos personnes apprenantes et vraiment, on nous suggère des activités à faire qui sont intéressantes avec des ressources qui sont vraiment de bonnes ressources. Donc, on peut aller piger là-dedans pour faire une activité là, de vérification de l'information. Et je voulais vous montrer l'outil interactif rapidement. Ça vient avec l'autre, avec la fiche que je viens de vous montrer d'Abilomedia. Donc, je ne sais pas si vous le voyez assez bien, là, c'est interactif, fait que ça va bouger. Donc, c'est bien, je l'ai fait un petit bout, là, je ne suis pas allée jusqu'au bout, mais c'est fait de façon comme si quelqu'un échangeait. Non, c'est pas celle-là, c'est l'autre. Celle-là, c'est sur les médias sociaux. Et on peut choisir une mission, donc les renseignements utiles, par exemple. Et là, vous voyez, ça, je m'excuse du mouvement, ça donne l'impression que c'est un message affiché sur un média social. Et là, on nous demande, lis ce que tu vois à l'écran. Est-ce que cet article est vrai ou faux? Est-ce que c'est de l'information fausse ou vraie? Et là, on s'essaye. Et là, on nous dit, bon, attendez, pas si vite. Es-tu certain? Et là, on va nous amener à vérifier. C'est des astuces pour nous aider à vérifier. Et là, ce que je veux vous montrer, c'est que voici sur le message, on va nous donner les indices directement dessus. Donc, ça aide à visuellement, quand la personne après va se trouver sur les médias sociaux, à repérer de l'information, à se poser les bonnes questions. Donc, ça ressemble à ça. On donne des trucs comme ça. Donc, je ne vais pas passer trop de temps ici, mais ça peut être... Évidemment, c'est pas quelque chose qui... Mais ça pourrait se faire en groupe. En fait, ça pourrait se faire en groupe. On pourrait utiliser le tableau interactif puis faire l'activité en groupe, ou on peut aussi le donner aux apprenants s'ils veulent se renseigner de façon individuelle. C'est sûr qu'en groupe, ça permet plus de dialogue, plus d'échange d'informations, probablement un apprentissage qui va être plus approfondi. Celui-là ici,
encore une fois, c'est un blog pour les enseignants de français langue seconde que j'ai trouvé. Et ce que j'ai aimé dans cette activité-là, c'est que vraiment, on proposait toutes sortes de sources d'informations qu'on peut utiliser pour bâtir une petite activité de vérification des fausses nouvelles. Donc, on nous donne le déroulement. Donc, on peut aller piger là-dedans et l'adapter selon ce qu'on a besoin, selon notre groupe. Donc, celui-là, il est vraiment simple, facile à approcher. Donc, encore une fois, une suggestion. Et ici, il y a la fiche de référence que je voulais vous montrer, qui, elle, est bien parce que, encore une fois, elle illustre visuellement c'est quoi qu'il faut regarder pour vérifier les sources d'informations. Donc, je vous lirai pas en entier, là, mais on nous propose de bonnes sources d'informations et on nous dit les mêmes trucs que je viens de vous donner, mais on s'est illustré avec différentes images comme ça et on propose des exercices. Donc, encore une fois, on peut aller piger là-dedans puis créer une activité qui peut être intéressante. Ensuite, utiliser les 4 façons de vérifier une information, ça ressemble à ce que je viens de vous présenter. Ce que j'aime de celle-ci, c'est encore là, c'est Habilomédia. Et si on va dans le conseil, c'est ici que se trouvent les 4 façons de vérifier une information. Donc, c'est ce dont je viens de vous parler. C'est sûr qu'on ne peut pas juste aborder ça de façon rapide comme ça. Quatre astuces comme ça a l'air, ça va être facile. Il faut bâtir derrière chacune. Il faut bâtir, il faut donner des exemples avant d'arriver à vraiment comprendre chacune des astuces. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a une petite vidéo qui le présente et ça allège le sujet et ça illustre certaines choses. Donc, ça peut être intéressant pour amener un élément audiovisuel à votre activité. Il y a une affiche que j'ai découvert qui pourrait, après une activité de vérification des faits, qu'on peut imprimer puis afficher en classe. Puis ça peut être quelque chose sur lequel on revient de temps en temps. C'est créé par la Fédération internationale des bibliothèques. Donc, encore là, les principaux critères à vérifier avant de décider qu'une information est véridique. Et, oups, je m'excuse. Enfin, en période d'élection, il y a Élections Canada. Donc, je ne cliquerai pas ici, mais vous pouvez, la prochaine fois qu'il y a une élection qui se présente, Élections Canada a de l'information et vraiment, c'est bien fait. C'est étape par étape, c'est fait pour les enseignants. Donc, on peut aller s'inspirer de ça pour créer une activité en lien avec l'évaluation de l'information, surtout qu'en période d'élection, il y a toutes sortes d'informations qui est véhiculée. On est un peu débordé et ça peut être vraiment utile pour les personnes apprenantes d'avoir d'avoir un peu une meilleure compétence d'évaluer pour évaluer ce qui voit. Donc, maintenant, pour parler des hypertrucages dont je vous parlais tantôt, là, je vais me promener un petit peu encore. Donc, les hypertrucages, c'est un mot qui encore là veut dire que les photos, les vidéos ou même les mèmes sont truqués. Ça, c'est les petites images qu'on a avec du texte dessus. Des fois, elles bougent en continu, là, elles reviennent au point de départ, puis elles bougent. Ça, c'est les mèmes. Mais les photos, les vidéos, des fois, c'est truqué. Puis, on peut être berné, on peut voir quelque chose, penser que c'est vrai, mais finalement, ça ne l'était pas. Il y a des façons de vérifier. À droite, l'image que vous voyez là, ça peut être une belle introduction au sujet. Si vous cliquez sur le lien, je ne le ferai pas tout de suite parce que ça va bouger beaucoup. C'est une sorte de petite vidéo qui était faite avec une suite d'images. C'est qu'en 2015, l'artiste en question, Robert Jans, a créé un faux selfie d'un astronaute et ça a été repris encore et encore et encore par d'autres. Et si je me souviens bien, à la fin, ça a été repris par un vrai astronaute. Mais c'est juste pour expliquer comment on peut se faire avoir par ce genre de choses-là. Et la petite vidéo en question, par la suite, va faire l'historique de la chose. Donc, on retourne vraiment dans le passé, mais le point de départ est intéressant pour comprendre puis avoir l'impact que ça peut avoir. Donc, ce qu'on peut faire lorsqu'on voit une image dans un article et qu'on a des doutes, on peut faire une recherche inversée pour trouver une photo
ou une vidéo. Je vais vous le montrer ici. J'ai enregistré préalablement une image sur mon ordinateur. En fait, je vais vous montrer l'article d'où j'ai pris l'image. Donc, c'est le droit. Je pense que c'est hier que... non, c'était le 19. Ça fait pas longtemps. Donc, c'est un article sur les vidéos virales de la semaine. C'est rien de très sérieux. Mais ici, il y en a un qui, sur TikTok, je pense, qui va montrer comment quelqu'un au Manitoba a rencontré un ours polaire. Le début de l'article présente cette image-ci. Je me suis dit, je me demande d'où ça vient, cette image-là. C'est pas nécessairement des fausses nouvelles ici qui est en dessous, mais juste pour vous illustrer comment on peut réutiliser des images. Et là, je l'avais dans ma présentation. On appelle ça décontextualiser. Donc ici, on peut penser que le monsieur du Manitoba s'est trouvé là, puis il a pris cette photo-là avec un ours, parce que c'est ce que ça disait dans le gros titre. Mais on va juste aller voir. Alors, moi, ce que j'ai fait, j'ai sauvegardé l'image déjà sur mon ordinateur pour le faire. On peut le faire en allant copier le lien. Copy image address, là, je l'ai en anglais, là, mais vous voyez, vous pouvez cliquer droit sur une image puis avoir l'adresse web de l'image. Moi, quand je l'ai essayé, ça fonctionne pas tellement bien. Ça fonctionne mieux quand on sauvegarde l'image et quand on la téléverse sur Google. Donc, ce que je vais faire ici, vous voyez Search Image, Search by Image. On clique là-dessus. Et là, moi, je vais aller chercher la photo en question que j'ai sauvegardée. Donc, j'ai mon ours polaire qui est ici. Et si j'ai bien cliqué, parce que je ne vois pas bien mon écran. Bon, on recommence. Donc, on voit ici l'image qui a été trouvée sur Google. Et si on... Et je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas le même résultat qu'hier. Permettez-moi de bouger un peu. OK, non, ce n'est pas les images d'ours polaire que je veux chercher. Find image. OK, je vais trouver la source de l'image ici en haut. Alors voilà. Alors, je viens de faire une recherche sur l'image. Alors, on peut voir que cette image-là a déjà été utilisée. Elle a été utilisée par The Jakarta Post le 28 octobre. Et je pense qu'hier, j'ai trouvé même qu'elle avait été utilisée au mois d'août, quelque part d'autre. Ah, voilà. Je pense que celle-là remonte au 14 avril 2010. Alors, je ne sais pas, celle-là, je ne l'ai pas trouvée hier. Donc, je peux cliquer sur un des liens, juste pour qu'on voit qu'est-ce que ça donne. Alors, voilà le site de nouvelles en question. Et non, j'ai juste le site de nouvelles, je n'ai pas la nouvelle, malheureusement. Hier, j'ai réussi à la trouver. Pas toujours facile. Mais vous avez, je pense que ça vous donne une idée de ce qui est possible de faire pour vérifier comme ça la source d'une image. Comme ça, on peut vérifier si elle a été décontextualisée ou si elle a été changée au fur et à mesure du temps. Je peux, un autre exemple de décontextualisation. J'espère que je vais être capable de le retrouver, là. Donc, on appelle ça aussi du détournement d'image. Ici, il y a une activité, c'est dans mes diapos, il y a une activité qu'on peut faire pour essayer de retrouver quand cette photo-là a été prise. Et là, on nous explique que finalement, par moteur inversé, c'est pas ce qu'on nous présentait là, au départ. Je me souviens plus exactement des détails, mais vous voyez l'idée. Donc, on prend l'image et on peut retourner à la source. Et là, on voit que l'image a été utilisée à quelque chose pour une utilisation quelconque au mois d'avril 2020, mais finalement, elle datait peut-être de était beaucoup plus vieille que ça. Donc, juste pour illustrer que les choses sont un peu manipulées des fois. Ce que je voulais vous dire, donc, est-ce que là, ce que je vous présente, probablement vous êtes en train de vous dire, wow, c'est mélangeant, qu'est-ce qu'elle fait? Il y a une vidéo ici, vérifier les images.
qui vous donne les étapes, qui peut être très utile pour faire la recherche là, que j'ai fait rapidement. Il y a aussi cette fiche-là, comment authentifier une image, qui vous donne des astuces, des étapes. Je vous ai montré Google, mais vous pouvez aussi le faire avec un autre aussi qui s'appelle TinyEye. Et l'exemple que je viens de vous montrer, vous pourrez le lire là, en plus de détails pour avoir une meilleure idée là, de qu'est-ce qui est possible. Une autre piste d'action. Oui, trucage. OK, c'est là qu'on est rendu. Donc, tantôt, on parlait de nos bulles de filtre qu'on se retrouve souvent dans dans la même zone. Hein. On aime les vidéos de chats, on clique sur des vidéos de chats et on nous sert encore plus de vidéos de chats. Donc, c'est pour sortir de ça, c'est le fun, les vidéos de chats, mais pour voir autre chose, il y a des choses qu'on peut faire et il y en a là-dedans que je pense qu'on peut suggérer aux personnes apprenantes. Le premier est un petit peu plus difficile. C'est de faire une liste de journaux fiables. Ça, c'est vraiment intéressant, mais c'est un petit peu plus difficile à saisir. C'est des journaux francophones qui sont répertoriés par Wikipédia, qui sont de par la façon dont ils traitent leurs nouvelles, la façon dont ils vont le dire quand ils font une erreur. Ça, c'est signe qu'un média d'information est un bon média d'information quand il dit « Oh, on a fait une erreur ». Donc, cette liste-là réfère à des journaux comme ça. Donc, ça peut être intéressant de les utiliser pour aller trouver d'autres nouvelles, pour se changer les idées un petit peu de ce qu'on regarde tout le temps. On peut aussi utiliser Google Actualité ou l'onglet Actualité dans DuckDuckGo. Je peux vous montrer DuckDuckGo ici, par exemple. Si on cherche ours polaire, là, DuckDuckGo, c'est un engin de recherche comme Google. Moi, je l'utilise beaucoup parce qu'il me suit pas. Il fait pas, justement, il va pas me servir des vidéos de chats parce que je cherche beaucoup de vidéos de chats. Il n'y a pas de suivi avec DuckDuckGo. C'est privé. Il y a quand même des annonces, mais les annonces, ils sont pas en fonction de ce que j'ai cherché. Ben oui, mais pas à la longue. On n'enregistre pas mes recherches à la longue. Donc, juste pour vous dire, bon, là, c'est juste une recherche générale. Il y a des images, il y a toutes sortes de sites sur les ours polaires. Mais ce qu'on peut faire pour changer, pour aller voir autre chose, c'est cliquer sur Actualité. Et Google a exactement la même chose. Il y a un petit onglet en haut où on peut cliquer sur Actualité. Et là, on peut voir des nouvelles à propos des sources polaires. Ça ne veut pas dire que ce sont des nouvelles complètement véridiques, là, on s'entend. DuckDuckGo n'a pas vérifié les faits ici. C'est juste pour varier notre source d'information. Donc, si on s'intéresse à un sujet, puis on l'a lu dans une zone quelconque, mais là, on va aller voir qu'est-ce que d'autres mondes disent sur le sujet. On peut aller en utilisant l'onglet Actualité, puis aller voir d'autres sources d'information. Donc ça, c'est le but ici, c'est d'aller voir d'autres sources. C'est pas nécessairement de trouver si c'est véridique ou non. Une autre chose qui est intéressante à faire, c'est de créer un moteur de recherche. Et là, le lien ici, je vais pas... Est-ce qu'on a le temps? On a peut-être le temps. Il nous reste... Il est 14h23. Oui, on a du temps OK, on a encore. le temps, Oui. on a le temps. J'espère que je vais me souvenir comment le faire. Je vais vous montrer, moi j'en ai créé un hier, ici. C'est un moteur de recherche qu'on peut créer avec seulement certains sites. Je vais vous les montrer, accrochez-vous, je vais me promener sur mon ordi. Ouais, je vais vraiment me promener. J'ai pris une capture d'écran des sites que j'ai ajoutés. Donc, j'ai créé mon moteur de recherche et c'est ce que j'ai ajouté. J'ai ajouté Le Droit, j'ai ajouté Radio-Canada Toronto, le Téléjournal Ontario de Radio-Canada, l'Express de Toronto et je voulais ajouter le Métropolitain, mais je pense que j'ai fait une erreur. La petite étoile au début ne devrait pas être là. Je pense que ma recherche, c'est pour ça, hier, je faisais des tests puis le Métropolitain ne ressortait pas. Donc, ce que ça fait, c'est que en créant un moteur de recherche comme ça, c'est que ça va chercher seulement ces sources-là. Fait que ça peut être intéressant aussi pour d'autres activités. On peut, si on veut se concentrer sur des nouvelles francophones, on peut choisir des médias francophones puis dire on va juste chercher là pour pas être inondé par plusieurs recherches, plusieurs résultats de recherche. Donc, je sais pas, ours polaire, je sais pas si on est sur un thème d'ours polaire. Donc, je me trouve sur Google.
hein? Donc, il y a des annonces. Il y a toujours des annonces, là. Mais ici, on peut voir que les sources de ce que j'ai cherché sont celles que j'avais décidées au départ. Il y en a beaucoup qui viennent du droit d'Ottawa, évidemment parce que c'est un plus grand producteur de nouvelles, disons, que l'Express de Toronto. Donc, ouais, je vous les montre comme ça, c'est surtout le droit. Hier, j'avais ajouté la presse et c'était juste la presse. Je l'ai enlevé parce que je voulais avoir autre chose. Donc, ici, j'ai Radio-Canada, Toronto, le droit. Donc, vous voyez, ça ramène les nouvelles à certains médias. Donc, je peux me faire une liste de médias que je préfère chercher parce que ils sont de meilleure qualité et je ne chercher que ces médias-là. Donc, pour le faire, je vais vous montrer, je ne sais pas si je vais être capable de faire de A à Z. Ça m'a pris un certain temps hier. Et je ne me retrouve plus. Je vais retourner à ma présentation pour retrouver mon lien. Donc, OK. Faut que je sois connectée. Donc, il faut que vous ayez un compte Google, première des choses, et il faut être connecté. Ensuite, il faut aller sur le site csegoogle.com. Je vais juste copier le lien dans mon cas parce que je vais me rendre là où je suis connectée ici. Et là, ça change. La petite fiche que j'ai donnée, là, elle vous donne des conseils qui sont un petit peu désuets. Ça a changé légèrement. Donc, il faut aller jusqu'en bas. Et là, on clique sur Commencer ici. Ah, pourquoi? Ah, OK. Je vais me connecter parce que je pensais que je l'étais, mais finalement, ça. Donc, hier, c'est le moteur que j'ai créé. Je l'ai appelé Nouvelle. Je pense que si je clique dessus, je vais avoir la liste justement des sites que j'ai ajoutés. Voilà. OK. Si je veux en créer un nouveau, ajouter peut-être. Voilà. Je vais l'appeler Deuxième Nouvelle. Et donc, je veux chercher sur certaines pages spécifiques. Par exemple, si je voudrais chercher, je vais juste aller chercher l'adresse du site de la coalition. Si, disons, on se disait que ça, c'est une source d'information qui est une bonne source d'information. Alors, pour le faire, on copie l'adresse et on va la coller ici. Là, vous voyez, c'est tout petit. Là. Je vais essayer d'agrandir, mais je ne sais pas si je vais y arriver. Non, non. Comme ça, non plus. Donc, pour le faire, il faut mettre le W comme ça, sans le HTTP. Il faut mettre une petite barre oblique que je n'ai pas. Alors, je vais aller la copier-coller parce que je ne l'ai pas sur mon clavier rapidement comme ça. Alors, voilà, je mets une petite barre comme ça et là, je mets une étoile pour que tous les fichiers de la coalition soient cherchés. OK? Et là, je l'ajoute. Alors, voici. J'ai mon premier site. Je ne sais pas ce que je pourrais mettre. Je pourrais mettre notre site ici, alphaplus.ca, avec ma petite barre oblique et mon étoile. OK? Alors, ce que ça fait, c'est que ça va chercher seulement ces sites-là. Lorsque j'ai terminé, je peux décider de chercher les images aussi ou pas. Là. Il y a différents paramètres qu'on peut décider. Et il faut que je dise que je ne suis pas un robot. Et là, je vais créer. Et comme vous avez vu, je peux en ajouter après d'autres sources. Donc, si je voudrais ajouter ça à mon site web, je copierais l'adresse ici. C'est ça que ça veut dire. Mais là, aujourd'hui, ce n'est pas le but. Donc, je vais juste faire prévisualiser. Et là, lorsque vous avez prévisualisé, c'est juste ça que ça donne. C'est pas plus que ça. Et si vous voulez garder votre moteur de recherche là, pour vous, vous copiez cette adresse-là et là, vous gardez cette adresse-là et là, vous y revenez. Vous avez votre petite page de recherche. Alors, si je mets formation adulte, on va avoir beaucoup, beaucoup de pages.
parce que j'ai mis 2 sources d'informations. Là, ça devrait être seulement COFA ou Alpha Plus. Et c'est surtout COFA parce que il y a plus d'informations en français. Donc, voilà. Donc, ça, Céline, tu as une question, je pense. Oui, j'ai une question. En fait, je me demandais, ça veut dire qu'on pourrait modifier, par exemple, nos moteurs de recherche sur nos cellulaires pour quand on fait de la navigation, qu'on arrive juste dans les sites qu'on prédétermine au départ. Donc, Oui. on n'est plus sollicité par toutes sortes d'autres affaires. Oui, oui. C'est sûr que tu veux pas non plus t'enfermer dans... Tu sais, ça dépend du genre de recherche que tu fais. Si vraiment c'est de la OK. nouvelle que tu cherches et que tu veux certains types de nouvelles, tu veux avoir des bons sites. Mais si tu fais de la recherche plus étendue ou tu veux vraiment avoir peut-être... Parce que des fois, tu trouves des choses sur un site que tu connais pas, mais tu cliques, 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 puis ça t'amène à une source d'information qui est bonne, puis qui avait ce que tu cherchais. Donc, faut Mhm. comme avoir un équilibre, là. Mais quand ça vient pour lire des nouvelles et te sortir de toujours les mêmes nouvelles, ben là, si tu te crées un petit moteur de recherche qui va chercher ailleurs, ça te pousse à aller voir d'autres sources d'informations. Donc, c'est juste un petit truc. Il est pas facile, facile, mais vous êtes Oh, on t'a perdu, Guylaine. Tu as pesé ton bouton de, là. de micro. Voilà. Ça va? OK. C'est pas facile, c'est là que ça a coupé. J'ai une autre question, toujours Oui. concernant les fausses nouvelles. J'ai fait une recherche très, très rapide, là, encore sur un moteur de recherche Google. J'aurais pu prendre DocDoc, je n'y ai pas pensé, mais j'ai pris Google. Puis, ça m'a donné certains sites qui relatent les fausses nouvelles. Est-ce que tu les partages dans ta présentation, les différents sites Oui. qui sont de bonnes, des bons sites, là, parce qu'il doit y avoir des mauvais sites de mauvaises nouvelles aussi, là, j'imagine. Mais Oui. est-ce que tu as une liste de ces sites-là? Oui. Oui. Je vais y venir tantôt Parfait, de merci. sites. Il y en a beaucoup il y a différentes façons d'aller vers les sites de bonnes nouvelles. J'ai vraiment trouvé toutes sortes de choses. Je voulais pas m'égarer, donc je vais vous en suggérer. Donc, ce qu'on peut faire aussi, ça c'est plus difficile d'un point de vue des personnes apprenantes. Nous, on peut peut-être plus facilement le faire, c'est consulter des journaux internationaux comme Le Monde. Et pour en trouver, on peut aller dans la liste de références que j'avais tantôt, des bonnes sources d'informations. Ce qui arrive, c'est que dans les journaux internationaux, il va y avoir des termes utilisés, du vocabulaire avec lesquels on n'est pas familier ici, des acronymes avec lesquels on n'est pas familier. Donc, ça peut être plus difficile pour les personnes apprenantes de lire de l'information euh, comme ça qui est d'un autre pays, mais ça peut nous ouvrir à autre chose et ne pas toujours lire sur les mêmes sujets. Donc, la dernière chose dans les petits conseils, là, les pistes d'action, c'est corriger une fausse information. Donc, dire quelque chose lorsqu'on sait qu'une information partagée est fausse. Et là, c'est vraiment difficile. Ça m'est arrivé une fois dans ma vie, je ne pouvais pas laisser passer. J'ai répondu à un courriel. Ce que j'avais fait, j'avais mis un lien vers l'explication de la fausseté. Je savais pas trop quoi faire à l'époque. Mais ici, il y a une belle petite fiche conseil euh, qui donne des pistes pour aborder le sujet, pour essayer de ramener la vérité à la surface. On peut poser une question. Est-ce que tu es sûr que c'est vrai? Où tu as entendu ça? On peut ensuite corriger la fausse information. C'est ça que j'avais fait. J'avais trouvé un site qui décortiquait la chose. Donc, on peut aller trouver un site qui, effectivement, dit non, telle chose n'est pas vraie parce que ta, 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 ta. Donc, mais c'est toujours très délicat. Mais ça fait partie des gestes qu'on peut faire pour arrêter la désinformation. Euh, donc, c'est ça. Il y a des conseils comme ça que vous pouvez utiliser, peut-être mettre, peut- peut-être faire un jeu de rôle entre les personnes apprenantes, une créer une fausse nouvelle et l'autre va, ce genre de choses-là va utiliser les techniques pour
pour se pratiquer à avoir ce genre de dialogue-là, qui est pas facile à avoir, mais qui est important, parce qu'on peut pas juste toujours laisser aller les fausses informations. Donc, ensuite, ici, ce que je voulais juste mettre dans ma présentation, c'est le site, c'est comme un jeu interactif qui a été créé par le site Les Décrypteurs. Je peux peut-être, le temps passe, le temps file, ça peut être peut-être plus fait sur une base individuelle. Donc, c'est ça, vous voyez, c'est comme des textes qui s'échangent. Donc, si je vais dans l'introduction, et là, je peux choisir ce que je réponds. J'ai pas à... Le plus long que je vais avoir à écrire, c'est mon nom. Et j'ai de la misère à le faire. Euh, voilà. Alors, c'est un robot qui prend la place du journaliste qui travaille pour Décrypteur. Alors, je peux choisir de quel genre je suis. Non, je vais dire que non. Donc, vous voyez, je peux choisir. Je suis déjà tombée dans le panneau de la désinformation. 9 Canadiens sur 10 ont admis ça, ce qu'on se disait tantôt. Donc, on donne l'information comme ça et à mesure que on peut lire et puis on peut répondre. Donc, puis les interactions sont brèves. Là, ce qu'il y a à lire est assez simple à lire. Donc, ça peut facilement être fait par des personnes apprenantes. Ça peut être intéressant. Ça peut nous renseigner sur différentes choses de façon interactive. Encore là, ça peut être fait plus sur une base individuelle. Alors, oui. Là, ce que j'ai ici, c'est des sites de vérification de fausses informations. Alors, je ne sais pas si c'est à ça que tu référais, Céline, tantôt. J'imagine que oui. Entre Euh, autres, mais j'en ai trouvé d'autres aussi françaises. J'ai trouvé un site qui s'appelle Les Observateurs, oui. qui parle surtout des images, là. Ah, OK. Tu peux me Peut-être, l'envoyer, je pourrais peut-être oui, je vais faire l'ajouter. ça. Oui. Peut-être que c'est pas des bons sites aussi, là, mais je peux t'envoyer ce que j'ai trouvé, puis comme ça, tu pourras Oui. valider. J'en avais trouvé un français qui était bon, mais vraiment, quand je regardais l'information, c'était vraiment lié à ce qui se passe en Europe. Je me disais, bon, nous surcharger d'informations, donc j'ai essayé de Tout à garder ce fait. qui se passe ici. Mais donc, ça, les décrypteurs, c'est excellent. Le détecteur de rumeurs, bon, c'est plus lié à tout ce qui est scientifique. La vérif, ça se recroise, hein. Il y a 3 sites qui sont de Radio-Canada, donc ça se recroise. On voit euh, les mêmes informations là, décortiquées. Ouais, celui-là, je trouvais qu'il portait surtout sur des nouvelles du Québec. C'était moins intéressant. Je vais regarder. Les décrypteurs, je pense que c'était plus large, vraiment. Et c'est intéressant à lire. C'est intéressant à lire parce qu'on présente pas des. On a parlé de fausses nouvelles qui peuvent être assez évidentes, hein. Quand il y a tu sais, la photo du poisson que je vous ai donnée, on a tout de suite un doute. Mais là, dans ceux-là, on décortique vraiment des informations là, qui sont. Il y a des nuances. Alors, c'est vraiment intéressant à lire et à consulter lorsqu'il y a une fausse rumeur qui circule. On peut aller vérifier si ça a été vérifié par des professionnels, des journalistes qui font la vérification de faits. Là, je vous donne une liste de ressources utiles. J'ai trouvé des tonnes de choses. Excusez-moi. J'ai vraiment trouvé des tonnes de choses. Je me suis limitée à ce qui était le plus approprié dans notre contexte. Vous pourrez cliquer ici. Le premier, l'anatomie des fausses nouvelles, c'est une série de vidéos, là, comme je disais, de 4 minutes. C'est fait par l'agence Science Presse. Si jamais vous voulez aborder le sujet, commencez par aller regarder les vidéos. Ça va vraiment vous donner une vue d'ensemble et c'est vraiment fait de façon, ça vulgarise le sujet. Il y a le dossier du CEDAF aussi qui contient de bonnes ressources qui peuvent être utilisées avec les personnes apprenantes. Euh, et ici, il y en a un que j'ai trouvé, c'est à l'inverse de ce que tu demandais, Céline, c'est une liste de sites Internet qui a été publiée par le journal Métro, qui est typiquement euh, publie de fausses informations. C'est un petit peu plus vieux. Je pense qu'il a été mis à jour en 2017.
Donc, c'est un petit peu plus vieux. Je ne sais pas si ces sources d'informations-là existent encore, mais j'ai trouvé ça intéressant. Évidemment, on ne fait pas les liens pour ne pas encourager les gens à y aller, là, mais on peut reconnaître certaines adresses et là, on nous explique pourquoi ce sont des sources qui sont moyennes. Donc, ça peut être intéressant aussi. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Je pense que c'est tout. Est-ce que je suis rendue à la fin? Oui. Avant que vous partiez, je vais vous donner l'évaluation là, pour la session d'aujourd'hui. J'aimerais ça si vous pouviez la remplir le plus tôt possible parce que c'est frais à votre mémoire. Et comme l'année dernière, les gens m'avaient fait des suggestions et j'ai basé mes ateliers cette année sur les suggestions, les questions qu'il y avait. Donc, c'est vraiment bien si vous me répondez. Ça me donne une idée de ce que vous avez retenu, si vous avez aimé ça, et ce que je pourrais faire d'autre qui comble un besoin. Donc, mais je ne veux pas le mettre tout de suite dans le chat. Peut-être, Céline, tu as d'autres choses à dire avant que je... Peut-être de savoir, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions à poser à Guylaine sur la Oui. présentation? Y a-t-il des commentaires, des expériences personnelles à partager? Euh, Est-ce que c'est un sujet que vous voudriez aborder avec vos personnes apprenantes? Euh, Bref, je lance ces questions. Je ne sais pas si quelqu'un lève la main. Ah, merci. J'ai de la misère à naviguer entre toutes mes fenêtres. Non, je ne vois pas de questions. Non? Moi, OK. ben, là, j'ai perdu la page de présentation. Bon, je vois juste ta photo, Guylaine. Là. Mm. Ah, voilà, c'est revenu. OK. Non, OK. Moi, en tout cas, j'ai appris beaucoup, Guylaine, beaucoup d'informations. C'est vrai que quand on navigue sur notre... ben, moi, quand je navigue dans les réseaux sociaux le soir avec mon petit cellulaire, je suis en mode, en effet, en mode mental de divertissement, puis je suis peut-être moins critique, mais ça me repositionne dans mon questionnement à voir comment je dois consommer les informations. J'ai trouvé ça très intéressant. Même si moi, je ne suis pas formatrice, je suis consommatrice d'informations. On est tous des consommateurs et consommatrices d'informations. Il y a beaucoup de choses que moi-même, je vais aller voir pour en apprendre davantage. Je trouve que tu nous as donné une foule d'informations vraiment pertinentes. Si j'ai bien compris, toutes ces informations-là, on va les avoir disponibles dans la présentation que tu vas partager avec nous, qu'on va Oui. partager par courriel. Oui. Donc, c'est des outils qui sont fort intéressants. Euh, Moi, j'ai aussi mis dans le chat, je viens de me rendre compte, je te l'ai envoyé à toi personnellement, Guylaine, une série de sites que moi j'ai trouvé, mais qui sont peut-être pertinents ou pas. Si tu juges ça pertinent, tu pourras les rajouter. Sinon, euh, pas faire de suivi. On a un commentaire ici dans le chat de Christine Ewig qui mentionne que c'était une présentation formidable. Elle n'avait aucune idée des possibilités de vérification, de création de moteurs de recherche et elle a bien hâte de recevoir la liste des liens. Donc, ça, ça, ça suit un peu mes propos. Donc, moi je laisse la parole s'il y a d'autres gens qui veulent commenter ou s'exprimer de vive voix avant qu'on procède à l'évaluation, au mini-sondage d'évaluation de la séance. Oui, et si entre-temps, vous avez des sites que vous trouvez qui sont intéressants sur le sujet, soit des sites de désinformation ou des expériences, vous pouvez me les envoyer par courriel. Je vais peut-être essayer de replacer l'information que j'ai donnée aujourd'hui dans un autre format parce que j'ai fait beaucoup de recherches, puis j'aimerais ça que ça soit disponible à plus long terme. Donc, C'était vraiment intéressant.
Oui, vraiment Merci. intéressant. On a appris beaucoup aujourd'hui. C'était lourd un peu. Oui, mais là, les liens vont arriver, puis on peut aller fouiller Oui, dedans pour oui, se oui, familiariser avec. oui. Mais c'est très intéressant. Et puis, je vous invite aussi, si vous pensez que ce serait intéressant de faire une suite à cette présentation-là, soit sous forme de groupe de discussion sur le Facebook ou une autre petite séance plus pratico-pratique sur le sujet, juste de nous informer. Comme ça, on pourra réinviter de nouveau Guylaine à venir nous parler ou à venir animer cette petite séance-là suite à cette présentation sur la désinformation ou la mésinformation. En tout cas, moi, moi, j'en ai appris beaucoup. C'est bon. C'est là. OK. Fait que je ne sais pas si tu veux Veux-tu partager que le lien. Oui, OK, je peux l'envoyer. Non, il n'a pas fonctionné. Ah, je pense que moi, je l'ai en ce moment. Là. Ouais? Ouais, je vais Ça voir. marche-tu? Ah, non, Dynamic Non. not found. OK, attends un petit peu. Je pense que quand je l'ai copié, ça a comme mis un espace. Pourquoi? Je me réessaye. Et là, est-ce que ça fonctionne? Oui, là, je pense que ça va fonctionner. Oui, ça fonctionne bien. OK. Donc, n'hésitez pas à me mettre des suggestions, des commentaires. Si vous Ça me voulez fait prendre toujours plus de plaisir. temps aussi à penser à vos commentaires, aux suggestions, vous pouvez les acheminer par courriel Oui. également. C'est Mhm, possible. Là. Parce que mhm, des fois, sur le vif comme ça, on n'a mhm. pas toutes les. On veut prendre un peu plus de temps. Moi, je ne le reçois pas. Ah, C'est dans le chat? oui. Je ne l'ai pas. Peut-être Moi que tu non me l'as plus. envoyé. Attendez, moi, je l'ai envoyé à tous. Ah non, tu l'as juste envoyé à moi, Guylaine. Ah, Excusez-moi. je C'est m'excuse. bon? On a de la misère avec ce lien-là. Là, est-ce que vous l'avez? Oui. Oui, OK. Merci. Je ne sais pas si je peux me permettre de rajouter un commentaire, Guylaine. J'aime beaucoup l'idée de microsite. Je Mhm. trouve que c'est une bonne façon de présenter une information sur un sujet précis. Je ne dis pas ça non plus pour influencer le sondage, mais quand j'ai vu le point, j'ai trouvé ça très intéressant. Est-ce que c'est le genre de choses que vous développez à Alpha Plus? Oui, j'ai des collègues qui utilisent beaucoup les microsites quand ils travaillent sur soit que s'ils sont en train d'aider un centre sur un sujet particulier, puis des fois on accumule beaucoup d'informations.
Et puis là, ben, l'information se perd un peu parce qu'on l'échange avec le centre en question. Mais de le mettre dans un microsite, ça permet de la réutiliser. C'est sûr qu'il faut le mettre à jour. Ça, c'est un petit peu le bémol là, parce que les liens. Mais dans ce cas-ci, j'ai accumulé tellement d'informations. Et de la bonne information, je me dis, je devrais essayer parce que l'essentiel est dans la présentation avec les liens, là, mais c'est pas nécessairement facile à naviguer, surtout si on n'a pas été présent aujourd'hui, là, naviguer ça, c'est pas, tandis qu'un microsite me permettrait de mettre des catégories, donc peut-être que Mais je surtout pourrais m'y mettre. dans le secteur de la littératie numérique, microsite sur le sujet de la mésinformation, de la désinformation, ça serait vraiment intéressant. Oui, En oui. tout cas, peut-être à réfléchir à ça pour la prochaine année, pour tout ce qui est Skills for Success, là, les compétences pour Mhm, réussir. Là. Je trouve que mhm, ça serait quelque chose d'assez pertinent. mhm. En tout cas, Oui, oui, à oui, non, suivre. oui, je me disais que si j'avais peut-être une formatrice avec moi qui pourrait, tu sais, préparer peut-être une activité vraiment qui pourrait être mis en œuvre là, avec des personnes apprenantes adultes. Ce serait génial. Bon, je ne sais pas si les gens ont terminé les questionnaires de sondage. On pourra aussi remettre le lien, Yasmine, du sondage dans le courriel de suivi. Comme ça, les gens qui n'ont pas eu l'occasion d'y répondre en ligne directement après la présentation pourront le faire par la suite. Puis, on pourra faire le suivi par la suite. Encore une fois, merci beaucoup, Guylaine, pour cette présentation sur un sujet très, très intéressant, très vaste, très actuel aussi. Et puis, lors de la prochaine rencontre de communauté de partage, la prochaine et la dernière de cette année qui aura lieu le 14 novembre, nous aurons l'occasion de revoir Guylaine qui vient venir nous présenter les ressources globales les ressources et les projets et ce que font Alpha Plus, hein, ce que vous faites à votre organisme. Donc, elle va venir nous présenter les ressources de l'organisme. Mais également, nous allons avoir 2 réseaux d'immigration qui vont venir nous présenter les services qu'ils font auprès des nouveaux arrivants dans différentes régions de l'Ontario. Donc, on aura 3 partenaires qui vont venir nous présenter là, leurs ressources, leurs services et les façons dont on peut collaborer avec ces partenaires-là pour nos personnes apprenantes dans le secteur de l'AFB. Alors, d'ici là, je vous souhaite une belle continuation, un beau début d'hiver et merci de votre participation à cette communauté de partage et merci Guylaine. À la Bienvenue, ça prochaine. m'a fait plaisir. Au revoir tout le À monde. la prochaine.